we found a common ground upon which adversaries and former enemies can come together. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. Alors, comme on dort dans l'espace, on se met dans des sacs de couchage. Et l'avantage, vu qu'on en a pesanteur, c'est que les sacs de couchage peuvent se mettre au sol, comme ça, mais sur le côté, même au plafond, et on peut se mettre la tête en bas. Donc, on peut faire comme on veut. Et quand vous dormez dans l'espace, vous êtes attaché avec une sangle au niveau du thorax. Donc, les bras, fatalement, partent à l'avant et les bras flottent vers l'avant. Donc ça, c'est l'équipage devant le télescope, le panneau du télescope Chandra. Et ça, c'est la vue de la navette. La navette a été modifiée de manière à faire comme les avions de ligne, qui sont des avions qu'on appelle glass cockpit avec écran plat. Ce sont des écrans plats comme sur les avions de dernière génération. Et toutes les informations sont sur ces téléviseurs et on peut permuter les informations d'un téléviseur à l'autre. Donc vous voyez, ça fait une image quand même assez importante et très moderne, donc d'une configuration, de la dernière configuration de la navette avant qu'elle soit arrêtée. Ça, c'est la partie arrière de la navette. Alors on doit connaître, effectivement, c'est un peu long l'entraînement parce qu'on doit connaître tous les interrupteurs de la navette, à l'arrière, à l'avant, sur le côté. Et donc on est au simulateur 2 fois, 3 fois par semaine pour comprendre le fonctionnement des interrupteurs, les actions normales, les actions vitales et surtout les actions en cas de panne. Donc là, nous faisons aussi des observations de la Terre. Donc vous allez voir ce que nous voyons de la navette. Donc ça, c'est le nord de Madagascar. On voit bien les contours côtiers. Donc l'image n'est pas très très bonne, mais vous voyez les nuages, les hauts fonds. Ça, c'est la Bora Bora. Donc vous voyez en haut à gauche, Bora Bora et Uturoa, qui est l'île qui est en bas, qui ressemble à un nœud papillon. Ça, c'est une image, on croit que c'est pris sur la Lune ou sur Mars. En fait, c'est pris sur les hauts plateaux du Chili, c'est la Laguna Verdi. C'est à 5000 mètres de hauteur et tout est glacé et gelé. Ça, c'est Rio de Janeiro et c'est au bord, c'est à l'extérieur de la côte. Et donc la couleur orange donne un peu le degré de pollution qu'il y a sur la région. Une autre vue, on voit bien le contour côtier au nord de Madagascar. Alors, ce qu'on voit souvent dans l'espace, c'est des incendies. Vous voyez les incendies que vous voyez ici. Donc, souvent, on voit des incendies, soit des incendies qui sont mis par les hommes pour brûler des forêts, soit par les lendemains des orages. Quand il y a un orage assez important, la forêt brûle d'elle-même. Il y a des incendies très très souvent dans le sol.
Encore des incendies à Melville Island, c'est à côté de l'Australie. Et là, c'est un volcan qui est en train de fumer, qui n'est pas en éruption, mais cette indication peut être aussi donnée au sol si on a un événement assez important pour prévenir les foules d'une catastrophe. Donc vous reconnaissez peut-être ceux qui ont été en Argentine. Ça, c'est Perito Moreno, c'est les poussées de glace dans la mer. Est-ce que vous connaissez cette photo? Est-ce que vous savez où c'est? Vous dites? Espagne et le Maroc. Et ce qui est important, c'est le détroit de Gibraltar. Vous voyez, comme il y a un détroit assez important, il y a des poussées de mer ici, et on voit des vagues internes qui sont un peu arrondies, dues à l'étroitesse du détroit de Gibraltar. Alors, est-ce que vous reconnaissez quelque chose sur la photo? Est-ce que vous voyez ce qu'on voit sur la photo? Il y a un détail important, et c'est une question que les gens posent toujours aux conférences. Quelle est la partie de cette photo? Les pyramides. Est-ce que vous voyez les pyramides? Oui. Alors c'est le Caire, on pose la question, là on est à 400 km d'altitude, on voit les pyramides parce que le soleil est incliné à 45 degrés, donc il est 10h du matin ou 4h de l'après-midi, et on voit les pyramides parce que on n'est pas pile à la verticale, on est un petit peu sur le côté, et surtout parce que le soleil est sur le côté. Donc on voit des détails assez importants comme les pyramides ou comme la muraille de Chine, si on a la bonne inclinaison du soleil et qu'on n'est pas pile à la verticale de l'objet qu'on veut voir. Donc ça c'est le Kilimandjaro, et ça c'est le mont Fuji. Et encore un système comme il y a sur Gibraltar, c'est les vagues internes qui sont dues à la poussée des mers et aussi à la poussée des plaques sous l'eau. Donc ça c'est le retour de l'espace. Donc on met le vêtement bleu qui n'est pas celui que j'ai aujourd'hui, hein, c'est un vêtement bleu avec des tuyaux d'eau pour refroidir le corps. Et par-dessus on met le scaphandre orange qui donne la pression, qui maintient la pression en cas d'accident. C'est-à-dire que si on a le feu ou une panne de pressurisation, le corps reste intact avec le scaphandre pressurisé. Donc le scaphandre, on le porte avec un casque, des gants, de manière à être étanche complètement. Et là, vous voyez la trace blanche ici, c'est la trace de la navette. Vu qu'on est rentré très très vite, on est rentré avec une température de 3000 degrés. Donc la température de la navette a fait fondre l'air qui est dessous, et ça fait une couche de plasma. Donc non, parce que les avions, ils font être traînés à 30 000 pieds. Là, on est quand même à 150 km. Donc, on est beaucoup plus haut. Et donc, ça, c'est l'atterrissage avec la vérification des moteurs. Donc, nous, on a eu 3 trous dans le moteur au décollage, que vous voyez ici. Et ça, c'est l'équipage après l'atterrissage. La première photo du télescope Chandra qui a été faite 1 mois après l'atterrissage. Et ça, c'est les photos de la station spatiale. Donc maintenant, je vous parle de la station. C'est le premier montage de la station, donc les 2 premiers éléments. À droite, le nœud numéro 1 qui est un nœud américain, et à gauche, le module russe qui était le FGB. C'est la première mission qui était faite en 1998. Et ensuite, on a monté un 3e module. Ça s'est monté un peu comme un Lego ou un Playmobil. On a monté un module à chaque fois. Et on monte les panneaux solaires. Puis encore les vaisseaux, et là c'est augmenté avec, sur cette photo vous avez le total des panneaux solaires, la navette en haut et l'ATV européen qui est en bas, ainsi que le module Columbus. Donc là c'est la photo complète de la station. Et ça c'est la photo dont je parlais hier au café Astro. C'est en haut à droite, en haut à gauche, la photo vue d'artiste, quand on a conçu la mission et quand on a conçu l'ISS il y a 15 ans. Et c'est la photo réelle en bas à droite. Donc il n'y a aucune différence entre la vision d'artiste et la vision réelle. Donc c'est un projet qui a été bien mené et qui a été tout à fait bien exécuté. Donc maintenant, je vous montre un décollage, comme si vous étiez.
Alors vous avez vu que c'était très bruyant, donc c'est ce qu'on entend au décollage. Donc c'est pour ça qu'on a un scaphandre et un casque pour bien se protéger du son. Et dans cette photo, vous avez vu le début du décollage, avec le décollage avec les boosters à poudre, ainsi que la séparation des deux boosters. Les deux boosters à poudre descendent dans l'eau avec un parachute, ils tombent dans l'eau, on va les chercher ensuite avec un bateau et on les récupère pour le vol d'après. Donc on les nettoie, on les récupère pour après. Donc, est-ce que c'est dangereux si on se met en dessous au décollage? ah oui. Attendez, encore un film. We found a common ground upon which adversaries and former enemies can come together. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future in the space flight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Voilà, j'ai terminé la présentation et je vois qu'il y a plein de questions. Alors maintenant, je suis prêt. La combinaison pour aller dans l'espace, on peut aussi l'utiliser pour aller dans une piscine, pour respirer sous l'eau. Alors, pas la combinaison orange, la combinaison blanche de sortie extravéhiculaire, on l'utilise dans la piscine parce que la piscine, c'est le seul moyen de vraiment simuler l'apesanteur sur une durée de 5-6 heures. Pas la orange, la blanche, de sortie à l'extérieur. Vous avez combien de tenues différentes? Alors, pour les Russes, il y a le scaphandre du Soyouz, le scaphandre de sortie extravéhiculaire. Pour les Américains, même chose, la tenue LES orange pour la montée dans la navette et l'autre blanche pour la sortie extravéhiculaire. Donc, il y a 2 scaphandres à chaque fois. Mais maintenant qu'il n'y a plus de navette, il n'y a donc plus que 3 scaphandres. Mais pourquoi vous ne récupérez pas les réservoirs de la navette? Les réservoirs blancs, on les récupère, les boosters, on les récupère. Le réservoir orange, il va tellement vite, il va à 28 000 km/h, il n'a pas de système de parachute pour se poser dans l'eau, et surtout, il n'a pas de protection thermique. Donc quand il rentre à Mach 28, il est à 3000 degrés. 3000 degrés, il rentre dans l'atmosphère, il fond. Comment est-ce que c'est la station, l'ISS? Alors c'est une espèce de grand module cylindrique, et dans lequel vous avez des modules pour le travail, des modules pour le sport, des modules pour dormir, pour se laver, des toilettes,
des installations scientifiques qui permettent de faire des expériences de tous les domaines, des sas pour les sorties extravéhiculaires, des panneaux solaires et des bras robotiques. Donc c'est un petit peu l'ensemble de la station. Alors la température dans la station, c'est environ 23 degrés, 23-24 degrés. Ça peut monter entre 26 et descendre à 21 en fonction de l'orientation du soleil. Mais en général, c'est réglé à environ 23 degrés. C'est pour ça que vous voyez les astronautes souvent en short ou en t-shirt. On ne peut pas être trop chaud parce qu'on fait beaucoup de sport toute la journée. Et on ne peut pas être trop froid parce qu'on n'a pas envie d'avoir des pullovers et des anoraks. Combien on peut contenir dans la fusée? Jusqu'à combien? Alors la fusée Soyouz, on peut décoller à 3 personnes. Sur la navette, on peut décoller à 7 personnes. C'est quoi la température de l'espace? Alors température de l'espace, tout à l'heure, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc il n'y a pas de température. Il y a une température de surface. Mais si vous êtes par exemple, entre vous et moi, on est dans l'espace, entre nous deux, il n'y aura pas de température. Il n'y a même pas zéro, il n'y a aucune température. Par contre, dans l'espace, sur la paroi de la station, face au soleil, c'est plus 150 degrés, et face à la nuit, c'est moins 150 degrés. Donc il y a un écart de 300 degrés en surface. Vous êtes déjà ennuyé dans la station? Jamais. On n'a pas le temps. Hein. On travaille tout le temps. On n'a même pas le temps de regarder dehors. Donc c'est vraiment un rythme assez complexe. Est-ce que vous allez retourner dans l'espace? Dans les rêves, oui. Comment vous faites si la fusée il y a une déchirure? Alors si vous avez une déchirure sur la fusée Soyouz, comme je l'ai dit au départ, il y a une petite fusée en haut. Et si c'est au décollage et que la fusée a un problème grave, on éjecte cette tour blanche de sauvetage et on récupère les astronautes à côté. Est-ce qu'on peut flotter dans la navette? C'est pas qu'on peut, on flotte dans la navette. On ne peut pas faire autrement que flotter, puisqu'on est en apesanteur. Alors au début, quand je me suis présenté, je parlais anglais et français. Et j'ai dû apprendre le russe pour aller voler chez les Russes. Alors donc 3 langues au total. Il faut bien parler l'anglais et le russe, surtout. Est-ce que c'est dur à manger? À manger, c'est pas dur, c'est du lyophilisé, donc c'est de la nourriture séchée. On rajoute de l'eau chaude dedans. Et ça ressemble un petit peu à ce que vous faites avec la purée mousseline. Vous voyez, c'est de la purée mousseline, mais il y a de tout. Il y a des pâtes, du riz, des crevettes. Il y a 500 plats différents. Donc on mange assez bien. Combien vous êtes? Alors, dans la station aujourd'hui, il y a 6 personnes à bord. Il y a 6 personnes à bord. Mais vous parlez de Columbia, mais est-ce que vous y êtes allé dedans ou pas? Ah oui, j'étais en Columbia. Là, les photos que vous avez vues, c'était dans la navette Columbia. Mais elle a explosé en retour. Oui, mais moi j'étais avant. Ah. Moi j'ai volé en 1999, elle a explosé en 2003. Combien de kilomètres la fusée, quand elle a explosé, elle a... Alors la fusée décolle et l'altitude de la station et des vaisseaux et de la navette, c'est environ 400 km. Columbia, elle avait quoi comme problème pour exploser? Alors le problème de Columbia, c'est qu'au décollage, il y a un pain de mousse du réservoir extérieur qui a tapé sur le bord d'attaque, qui a fait un trou, et la NASA n'a pas vu ce trou au décollage. Et lorsque la navette est rentrée, l'air chaud à 3000 degrés dont je parlais tout à l'heure est rentré dans l'aile de la navette et tout a fondu à l'intérieur, c'est-à-dire le train d'atterrissage a fondu et l'aile s'est détachée et donc l'ensemble a explosé. Vous avez aimé Oui, j'ai beaucoup aimé la navette, ainsi que le Soyouz, ainsi que la station Mir, j'ai tout aimé. Vous avez le droit de vous amuser quand vous êtes venu travailler? Alors quand on a fait travailler, on a le droit de s'amuser, donc on a pour les vols très très longs, on a des films avec nous, des films vidéo, on a même des jeux vidéo, mais on a surtout à écrire des comptes rendus pour le sol, on fait des photos de l'extérieur, et la plus grande distraction, c'est de regarder par la fenêtre la terre ou le ciel. C'est quoi vos passe-temps? Dans l'espace, c'est les films, la musique, le sport. Ceux qui aiment faire de la musique peuvent en faire. Comme vous avez vu, Chris Hadfield a fait une chanson de David Bowie.
Donc on fait un peu ce que l'on veut. Tous les hobbies que vous aimez peuvent se faire, sauf le tennis et le rugby, parce que là-haut on ne peut pas jouer au tennis. Elle pèse combien la station? Alors la station aujourd'hui que nous avons pèse environ 150 tonnes et fait 400 mètres cubes. Est-ce qu'il y a une boîte noire dans les fusées? Il y a une boîte noire dans les fusées qui est de couleur orange, mais comme dans les avions, il y a une boîte noire pour le décollage, pour vérifier en cas d'accident les causes exactes des paramètres de l'accident. Êtes-vous déjà sorti dans l'espace? Non, je ne suis pas sorti dans l'espace. Quand vous êtes ici, quand les toilettes sont cassées, qu'est-ce que vous faites? Quand les toilettes sont cassées, eh bien on a, comme les bébés, on a des langes, des couches culottes. Vous êtes resté combien de temps dans l'espace? Alors le premier vol, je suis resté 15 jours. Le deuxième vol, je suis resté 5 jours. Et ça sert à quoi d'avoir plusieurs compartiments dans la fusée? Alors ça sert à avoir, d'abord pour le montage de la station, on peut monter une station d'un seul bloc. La station fait 400 mètres cubes. C'est impossible de lancer un module de 400 mètres cubes. Donc on lance les modules petit à petit pour la dimension des modules et également pour le poids maximal de chaque module. On ne peut pas lancer par exemple une station de 150 tonnes, on n'a pas la poussée pour le faire. Donc on lance morceau par morceau. Elle pèse combien La station pèse 150 tonnes, mais la navette au décollage fait 2000 tonnes. Qu'est-ce qui se passe en cas de maladie? Alors en cas de maladie, dans chaque vol, il y a un médecin qui est entraîné. Moi j'étais médecin pour les 2 vols, donc on s'entraîne à soigner les gens, on apprend les techniques de base pour soigner les gens. Et si on a une maladie grave, on rentre au sol. Est-ce que la fusée fait beaucoup de bruit quand elle décolle? Bah, vous avez vu tout à l'heure le film vidéo que j'ai montré, c'est ce bruit-là, en plus fort. Oui, il faut bouger les oreilles. Oui. Quand j'étais bébé. Est-ce que vous avez eu mal de l'espace? Oui, alors j'ai eu un peu mal de l'espace, mais c'est pas un mal très important, c'est un mal assez faible. Mais si vous êtes malade, vous avez des médicaments, de la scopolamine en cachet, ou bien si vous êtes très malade, il y a des piqûres, et avec ça, tout le mal disparaît. Ça demande une formation de combien de temps? Alors la première mission, j'ai fait 4 ans d'entraînement, et la deuxième mission, également 4 ans. 4 ans et 4 ans. 8 ans. Ah, c'est beaucoup, comme à l'école. Comment on fait pour reconnaître le jour et la nuit? Alors, pour reconnaître le jour et la nuit, on tourne... on fait un tour en 1h30. Donc, on se met à l'heure de Moscou, au centre de contrôle. Donc, on cale les pendules à l'heure de Moscou. Et quand c'est la nuit, on éteint les lumières, on ferme les hublots. Et quand c'est la journée, on allume les lumières. On prend une dernière question? Oui. Alice. Est-ce que vous avez eu peur avant d'aller dans l'espace? Non. La peur des astronautes, c'est pas la peur d'aller dans l'espace, c'est la peur de ne pas voler. Parce qu'on doit tout arrêter sa carrière pour aller dans l'espace. Donc si vous ne volez pas, vous avez tout perdu. Donc les gens sont vraiment envie de partir, ils sont tous volontaires. Voilà, on va remercier Michel Tonini d'avoir répondu à cette question. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human